Bonjour et bienvenue à la dernière conférence de Who Run the Tech, l'édition de 2024. Je vous propose d'embarquer avec moi pour 20 minutes. Aujourd'hui, on va parler de la découverte. Est-ce que vous connaissez cet animal? Et pourtant, il joue un rôle crucial dans ce écosystème. Il s'appelle Pika. C'est un mammifère quelque part entre le lapin et le chat. Et il influence les processus écologiques, notamment la dispersion des graines et la fertilité des sols. Pour moi, c'est une analogie directe avec les générateurs de sources, qui est notre sujet d'aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un d'entre vous connaît les générateurs de sources? Les générateurs de sources, c'est un composant qui permet d'écrire le code supplémentaire dans l'étape de compilation. Souvent, on utilise pour automatiser et simplifier l'écriture de code répétitif. Les générateurs de sources nous offrent de nombreux avantages en termes de productivité, la performance et flexibilité, mais ça reste en fonctionnalité peu connue. Cela peut être expliqué par 3 raisons. C'est la technologie nouvelle. Elle change complètement la façon de faire et cela prend pas mal de temps pour l'apprendre à utiliser. Moi, je m'appelle Neila Bogrova. Je suis développeuse de .NET C# et Python depuis 2017 et ça fait qu'un an que j'ai découvert les générateurs de sources. Je trouve que c'est une fonctionnalité hyper utile. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. De vous présenter qu'est-ce que c'est les générateurs de sources et leurs fonctionnalités. De voir un exemple concret d'implémentation. Et dans la 3e partie, on va parler des avantages et inconvénients. Pour comprendre mieux le générateur de sources, regardons un petit schéma d'implémentation .NET. En 2002, Microsoft a commercialisé le langage .NET, qui est un langage orienté objet et destiné à être utilisé sur la plateforme .NET. Et la même année, le .NET Framework, la première version, a été lancée. Initialement, elle était développée pour créer les applications Windows. Et avec les versions suivantes, il y avait les nouvelles possibilités qui étaient ajoutées de développement web et mobile. Une étape importante a été franchie en 2016 avec la sortie de .NET Core. C'est une plateforme de développement pour créer des applications modernes avec MVC et Razor. Et la même année, .NET Standard a été lancé, qui fournissait une interface API commune entre un .NET Framework et .NET Core. Donc, c'était un lien au niveau des composants entre ces deux systèmes. Et une nouvelle avancée significative était en 2020 avec la sortie de .NET 5. Ça, c'est une plateforme unifiée qui unifie les composants de .NET Framework et .NET Core. Et c'est avec les .NET 5 les générateurs de sources sont arrivés. Aujourd'hui, on va parler de la version .NET 6, qui est la version le plus récente, plus aboutie. Alors, regardons maintenant la fonctionnalité. Les générateurs de sources, c'est créer les codes autogénérés au niveau de compilation. D'abord, il analyse les codes à l'entrée, le code de projet cible. Il crée un nouveau fichier qu'il ajoute au niveau de compilation dans le projet cible. Souvent, on les utilise pour valider les entrées, automatiser le mapping des objets ou générer les codes répétitifs. Pour les nombreuses applications d'entreprise, nous avons une série de modèles architecturaux suivis. Par exemple, les entités, repositories, les contrôleurs, les services, dont la plupart sont la même implémentation. Par exemple, quand on travaille avec une base de données, on va créer des entités pour chaque table de notre base qui va permettre de représenter les objets. Et pour chaque entité, on va créer un mappeur qui va permettre de lire les données de la base et un repository qui va me permettre de manipuler avec les objets de la base. Par exemple, on a une base SQLite avec une table Metadata 2020 et quelques champs. Je vais créer une entité qui représente tous les champs et leurs types. Et pour chaque entité, je vais créer un mappeur
qui permettent de lire ensuite et repository qui permettent de travailler avec les données de la base. Donc, on utilise les requêtes SQL en remplissant tous les paramètres d'entité. Et on écrit les fonctions classiques de lecture, mettre à jour, création, suppression des objets. Pour une entité, ce n'est pas très compliqué. Alors, il ne faut pas encore se tromper dans le nommage. S'il y a 15 différents champs dans notre table, ça peut être pas très évident. Par contre, quand il y a 10, 20, 100 entités dans notre base, et donc il faut créer pour chacune mapper repository, ça devient laborieux et peu intéressant. Et dans ce cas-là, on aura besoin de notre générateur de sources. Et ce sera notre exemple d'aujourd'hui. On va travailler avec base de données SQLite. J'ai créé une petite base avec le nom Metadata. Je vais créer une entité pour chaque table de ma base de données dans mon projet de test. Et ensuite, je vais appeler le projet de générateur de sources qui va créer les fichiers autogénérés, les fichiers mapper et repository pour mon projet de test. Voici une table de Metadata de 2020. J'ai récupéré les données à partir du site Météo France. Je vais créer pour cette table, en prenant en compte tous les champs, une entité qui représente un objet de cette table-là. Et dans le sortie, je vais recevoir un fichier mapper et un fichier repository. Mon solution, ça va inclure 3 projets. Le premier projet, ce sera attributs. C'est un projet très simple qui permet de juste exposer les attributs pour 2 autres projets. Les attributs, je vais utiliser dans l'entité pour l'ajouter au début, pour la décorer et dire que voilà, pour cette entité qui se retrouve dans mon projet de test, je voudrais créer les fichiers autogénérés. Et générateur de base, donc c'est mon générateur de source, qui va chercher entité et dire OK, il a cet attribut-là, je vais créer les fichiers pour cette entité. Donc mon projet de test qui va inclure les entités dans le dossier entité, donc les entités par table. Et mon projet générateur de source qui va chercher les entités et créer par les fichiers. Projet attributs, c'est un projet très simple, sans fonctionnalité. On prépare juste différents attributs qu'on va exposer. C'est un projet créé en .NET 2, ce qui nous permet de travailler avec différentes implémentations de .NET. Donc c'est un projet qui crée le lien entre .NET Framework, .NET Core et avec .NET tout court, .NET 6. Pour créer un attribut, on hérite de la classe attribut et on remplit avec les propriétés. Dans notre cas, on a un nom et clé primaire. Et pour l'utiliser, il suffit juste d'ajouter dans notre entité un petit attribut tout en haut. Dans notre projet de test, on va créer les entités pour chaque table de la base. Le programme C, c'est le point d'entrée dans notre classe. C'est un projet créé à .NET 6. On va ajouter les références pour pouvoir utiliser les générateurs de sources. Et ici, on ajoute notre projet générateur de sources qui sera implémenté comme analyzer. Donc, exemple de notre entité où on a ajouté déjà l'attribut. Et notre projet générateur de sources. Il a un fichier principal, exemple generator. C'est une classe partielle, donc il inclut le code mapper generator et repository generator. Et il a aussi 2 entités, table info et property info, qui permettent de récupérer les informations nécessaires à partir d'entités et préconstruire déjà les requêtes et d'autres choses. C'est un projet écrit aussi en .NET Standard 2 qui permet d'être implémenté dans différentes implémentations de .NET. Et on ajoute les références classiques pour pouvoir utiliser les générateurs de sources. Dans notre entité table info, on prépare toutes les informations nécessaires pour créer notre fichier mapper repository. Donc ici, pour chaque entité, on va récupérer son nom, clé primaire, récupérer toutes les propriétés de l'entité et préconstruire notre requête. Delete, update, insert.
Mais on va faire ça que pour les entités qui sont l'attribut qu'on a créé au début. Donc pour ça, on a besoin de parcourir l'arbre sémantique. On cherche les structures et les classes et on vérifie si cette structure ou classe a cet attribut-là. Et si c'est le cas, on va utiliser. Dans notre fichier principal, la classe principale, il y a plusieurs éléments importants. D'abord, l'attribut générateur, qui permet de dire que ce fichier sera exécuté comme générateur de source. On implémente l'interface Incremental Generator, ce qui permet de régénérer le fichier automatisé, auto-créé, que s'il y a des changements dans notre code de projet de test. La fonction principale, c'est la fonction Initialize, qui permet ensuite de regarder le contexte et avec la fonction Register Source Output, on crée les fichiers automatisés. Dans cette fonction, on va chercher que les entités avec notre attribut et on va appeler. Donc d'abord, on remplit table info, donc on pré-remplit toute l'information personnalisée par entité. Et ensuite, on appelle fonction create mapper et create repository. Dans les fonctions, donc on envoie à l'entrée le table info qui a le nombre d'entités, ses propriétés. On crée une template. Donc template, ça représente le code que nous voulons émettre. Et on remplit les paramètres personnalisés pour notre entité. Ensuite, on remplit le mapper. Et pour ajouter ce fichier, on utilise contexte et source. On indique d'abord où on voudrait créer ce fichier, comme si on l'a créé dans le dossier mapper, et on indique son nom. Et ensuite, on envoie la template qu'on a pré-générée, pré-remplie. Pour pouvoir construire mapper, on a une fonction getMapperProperty qui permet de vérifier le type de chaque propriété d'entité et choisir un mapper spécifique pour lire les données avec le bon type de données. La même chose, ce sera pour les repositories. On récupère information de l'entité en entrée, donc on a tous les requêtes sont déjà préconfigurées, personnalisées par entité. Et on l'ajoute avec contexte et source en voyant là où on voudrait le créer et le fichier template. Et il suffit juste de générer notre projet de test. D'abord, on génère attribut, ensuite le projet générateur de source, et en troisième, on va générer notre projet de test et on va apparaître deux fichiers dans Analyzer. Notre mapper va ressembler à ça, ce qui semble correct, et repository ici. Donc ici, il n'y a pas d'erreur humaine. Tous les champs ils sont repris à partir d'entités. Si on écrit bien entité sans erreur, notre code, il est bon. Si je veux ajouter cet attribut pour un autre table, il suffit juste d'ajouter au début. Et à la volée, j'ai les nouvelles fichiers qui arrivent dans le dossier, dans l'analysateur. Pour pouvoir tester le code autogénéré, j'ai créé une petite classe qui permet d'appeler chaque fonction. Et à l'entrée, je vois bien, je peux afficher, ajouter, changer et supprimer les lignes dans ma base de données. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec les générateurs de sources? On peut paramétrer pas mal de paramètres. Par exemple, à l'intérieur d'entité. On peut indiquer si le champ est autogénéré ou non. Ici, il est autogénéré. Par exemple, comme champ ID, c'est la base qui gère. Donc, pour créer les requêtes SQL Update et Insert, on ne l'utilise pas. Donc, on ne change pas les choses, c'est la base qui gère ces paramètres-là. Aussi, on peut utiliser d'autres noms. Dans notre entité, on utilise le nom plus parlant qui correspond à règle de C#. Et dans DataField, on indique le vrai nom de table SQL. Les générateurs de sources lui offrent plusieurs possibilités d'automatiser et créer le code. D'abord, automatisation de code répétitif, ce qui permet d'améliorer le code créé, donc il y a moins les erreurs humaines. Il améliore la performance, les fichiers sont créés à la volée.
et ça réduit de la maintenance du code. Parce que si on a besoin de changer une entité, il suffit de changer le template et toutes les entités seront changées, sont mises à jour. Mais il y a quand même quelques inconvénients. Cela nécessite des connaissances et de l'expérience de programmation, notamment pour développer et de débugger le code autogénéré. Pour conclure, je peux vous dire que Microsoft continue d'optimiser les générateurs de sources pour assurer le temps de compilation rapide et efficace. Il introduit une nouvelle technologie et fonctionnalités en se basant sur le retour des développeurs et les tendances de développement logiciel. Et maintenant, il y a de plus en plus de bibliothèques tierces qui utilisent les générateurs de sources. Pour aller plus loin, vous pouvez voir les sources avec d'autres exemples d'implémentation et aussi, par exemple, la création des tests unitaires. Et si vous voulez voir un peu plus sur le Pika, vous pouvez voir là. N'hésitez pas de me laisser votre retour sur OpenFeedback. C'est très important pour moi. Vous pouvez me trouver sur LinkedIn. Et tout le code que vous avez vu, j'ai mis sur GitHub si vous voulez voir plus en détail. Grand merci à Pierre Lefrère qui m'accompagnait sur ce sujet-là. Et grand merci à Roland Tech et à vous de m'écouter. Ça nous laisse du temps pour des questions. Merci beaucoup, c'était super intéressant, même si moi je ne viens pas de l'écosystème C#, mais le code était quand même suffisamment clair. Et j'avais utilisé un outil similaire dans du JS, mais j'ai cru voir que le code généré n'était pas modifiable du tout. Alors que moi, ce que j'avais, c'était du code généré que ensuite je pouvais éditer. Est-ce que c'est pas un blocage sur le fait de ne pas pouvoir éditer le code généré s'il y a des ajustements à faire? C'est le point. C'est pas le blocage, mais ça ajoute complexité. Donc, de notre côté, c'est important d'écrire la template bien. Donc, n'oubliez pas d'ajouter tous les imports, faire tous les imports au début, vérifier tous les paramètres qu'on a besoin. Par contre, c'est utilité que ce code il est stable. On est sûr dans ce qu'on a écrit et comment ce sera implémenté derrière. Merci. Merci beaucoup, c'était clair, même pareil, si je ne connais pas assez .NET, j'ai tout compris. Est-ce que dans ce que tu présentais, voilà, justement, je revérifie si j'ai bien compris, est-ce que j'ai bien compris que pour générer ton code, c'est un développeur qui crée les templates au début? Oui. Oui. Donc, d'où l'importance de tester ce qui, voilà, oui. le code qui génère. Finalement. En tout cas, on peut voir déjà au niveau de génération de projet s'il y a des erreurs. Donc parfois c'est assez parlant, parfois moins parlant. Donc c'est la complexité de voir expérience d'écrire le code sans pouvoir le tester avant. Par contre, il y a la possibilité de sauvegarder ces fichiers, faire output dans le projet. Et en ce cas-là, on peut changer le code. Donc c'est comme ça que j'ai utilisé pour débugger. Par contre, du coup, ensuite, on n'a pas besoin, mais on peut les copier, le code, et voir quelle erreur, qu'est-ce qu'il manque plus précisément. Et une autre question supplémentaire. Est-ce qu'il y a des bibliothèques déjà open source qui génèrent dans telle situation? Il y a plus en plus de bibliothèques qui utilisent les générateurs de sources. Merci. D'autres questions? Très bien. Merci Neila. Merci beaucoup.